Elon Musk, c'est l'homme le plus riche du monde et certainement l'un des plus connus. Il a fait il y a une vingtaine d'années un pari incroyable en investissant dans Tesla et dans les voitures électriques. D'ailleurs, il en est devenu le CEO en 2008. À l'époque, tout le monde le prend pour un fou, il n'est pas pris au sérieux, mais aujourd'hui, il est à la tête d'un empire. Un empire dont la capitalisation boursière excède la somme de tous les autres constructeurs automobiles réunis et qui vend chaque année des millions de nouvelles voitures. Mais alors, pourquoi Elon Musk a fait ça ? Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'investir et de devenir le CEO de Tesla ? Est-ce que c'est parce qu'il a des véritables convictions écologiques et qu'il pense que la voiture électrique va tous nous sauver ? Ou alors est-ce par simple calcul économique et opportunité de marché ? Parce qu'on entend tout et son contraire sur la voiture électrique. On entend parfois que c'est la pire des choses pour l'environnement, ou parfois que c'est l'avenir de la planète. On entend d'un côté que ça pollue plus, et de l'autre que ça va sauver le climat. On entend aussi que les Chinois ont une avance considérable et qu'ils vont inonder les marchés mondiaux. On va s'intéresser dans cette vidéo aux enjeux écologiques, économiques et géopolitiques de la voiture électrique. Parce que croyez-moi, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Chez Gringot, ces questions de décarbonation et de transition, c'est notre métier. On gère plus de 100 millions d'euros pour faire grandir l'épargne de nos clients sur nos assurances vie, tout en finançant en toute transparence les secteurs et entreprises clés de la transition. Alors allons-y. En 2022, on a rejeté plus de 35 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et près d'un quart de ces émissions venaient du transport. Rien que les transports routiers, c'est 9,7% de ce total. Mais en fait, c'est encore pire. Parce qu'en plus des émissions quand les voitures roulent, il faut aussi compter celles liées à leur fabrication et notamment à la fabrication des moteurs. Bref, pour être vraiment précis, il faut regarder l'ensemble du cycle de vie, de la naissance de la voiture à sa vie sur la route jusqu'à sa mort. Maintenant, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, l'Agence internationale de l'énergie, elle est très claire. Concrètement, il y a deux options. Soit on réduit par 8 tous nos déplacements et ceux de nos marchandises, on est de retour au 19e siècle et c'est pas très réaliste, vous en conviendrez. Soit l'autre option, c'est de diviser par 8 les émissions de nos déplacements. Ou alors on peut faire un peu des deux. Mais dans tous les cas, c'est là que la voiture électrique arrive dans la discussion. Mais vous l'avez déjà sûrement entendu, on dit tout et son contraire à son sujet. Alors, est-ce que la voiture électrique est réellement écologique ? Je vais répondre aux 3 principaux reproches qu'on lui fait dans cette vidéo. Et on verra qu'il n'y a pas que des enjeux écologiques, mais qu'il y a aussi et surtout des enjeux économiques et géopolitiques à prendre en compte. Mais si je reviens sur les sujets environnementaux, on dit que les voitures électriques émettent encore plus de CO2 que les voitures thermiques. On dit que l'extraction des minerais serait catastrophique pour la planète et qu'en plus, on n'en aurait pas assez. Et on dit enfin que le recyclage des batteries poserait des problèmes environnementaux énormes. Alors répondons concrètement à tous ces points une bonne fois pour toutes. Est-ce que, oui ou non, les voitures électriques émettent plus de CO2 que les voitures thermiques ? Alors, je vais répondre tout de suite ici, non. En tout cas, pas avec un mix électrique européen ou français. C'est clair et net, voilà, c'est dit. Maintenant, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Une voiture électrique émet beaucoup moins de CO2 sur l'intégralité de son cycle de vie qu'une voiture thermique. Et quand je dis cycle de vie, je parle de tout. Sa fabrication, son utilisation et son recyclage. Prenons un exemple, ce sera beaucoup plus parlant, vous allez voir. Sur son site officiel, Volkswagen, qui est le plus grand constructeur européen, compare 2 de ses modèles phares. La Golf, qui est une voiture thermique, à essence ou au diesel, et la ID.3 électrique, qui elle est électrique. Ce sont 2 voitures très proches en taille, en espace et en usage, et en prix. Pour la Golf thermique, produire une seule voiture représente environ 6 tonnes de CO2. Pourquoi ? Eh bien principalement à cause de 3 choses. Premier, c'est l'acier et l'aluminium qui vont être utilisés pour le châssis et qui comptent pour environ 35% des émissions. Ensuite, il y a le plastique, principalement pour l'intérieur de la voiture et l'extérieur, environ 20%. Et le reste, c'est l'énergie nécessaire pour assembler les pièces et les transporter. Pour l'ID.3, qui est électrique, je le rappelle, on retrouve les mêmes sources d'émissions, sauf qu'il faut ajouter la batterie. Et c'est là que ça change. Fabriquer une batterie, ça génère environ 100 kg de CO2 par kWh. Et la batterie de l'ID.3, elle fait environ 58 kWh. Donc elle ajoute environ 5 tonnes de CO2 au total de la production. Ce qui veut dire que pour la fabrication, la voiture électrique génère presque 2 fois plus d'émissions que la Golf thermique. À ce stade, l'avantage est clairement pour la voiture thermique. Mais attendez, passons maintenant à l'utilisation et vous allez voir que la différence se fait à ce niveau. En moyenne, un Français roule environ 12 000 km par an. Et sur toute la durée de vie d'une voiture, ça représente environ 200 000 km au total. Et là, Volkswagen nous donne des chiffres très clairs. L'ID.3 électrique, elle consomme 15,5 kWh pour 100 km parcourus. Donc pour 12 000 km, elle va consommer environ 1850 kWh d'électricité. Et en France, comme on a une électricité qui est majoritairement décarbonée, produire cette électricité va émettre environ 30 grammes de CO2 par kWh. Le résultat, c'est que l'ID.3 va émettre environ 55 kg de CO2 par an. Et donc ça, grosso modo, c'est les émissions de CO2 d'un kilo de bœuf. La Golf thermique, elle consomme, toujours selon Volkswagen, 5,6 litres d'essence pour 100 km.
Donc sur 12 000 km, il va nous falloir brûler 700 litres d'essence. Et chaque litre émet environ 2,3 kg de CO2. Le résultat, c'est que la Golf va émettre 1,6 tonnes de CO2 par an, ce qui est quasiment 30 fois plus que l'ID3. Maintenant, si on fait un petit calcul, au bout de 40 000 km, ce qui fait environ 3 ans, la voiture électrique rattrape déjà son retard en termes d'émissions de CO2 sur la voiture thermique, et ça malgré la construction de la batterie. Et ensuite, à chaque nouveau kilomètre, l'écart va continuer de se creuser. Et si on prend la durée de vie moyenne d'une voiture, qui est, je le rappelle, 200 000 km, voilà le bilan. La Golf thermique, elle va émettre 30 tonnes de CO2. L'ID3, environ 10 tonnes. Donc c'est 3 fois moins. Il n'y a pas photo. À partir de 40 000 km, la voiture électrique devient beaucoup plus écologique. Et encore, ici on ne parle même pas du recyclage de la batterie qui pourrait encore augmenter cet écart. Pourquoi ? Parce qu'en fait les composants de la batterie peuvent être réutilisés et donc réduire encore le CO2 nécessaire à la construction des nouvelles et prochaines batteries. Voilà pour le CO2. Passons maintenant à la question des minerais. Alors, la première question, celle qui revient souvent, c'est est-ce qu'on aura assez de minerais pour construire toutes ces batteries électriques ? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment une catastrophe pour la planète et ses habitants ? Je commence par la première question. Spoiler, oui, il y en a assez, et même assez largement. Mais comme souvent, la vraie question est très complexe. Alors déjà, il faut comprendre la différence entre ressources et réserves. Ça s'applique au lithium, au cobalt, mais à tous les autres minerais. Les ressources, en fait, c'est tout ce qu'on a identifié. Tout ce qu'on a trouvé sous terre. Et les réserves, c'est la partie qu'on peut réellement exploiter de façon rentable avec les technologies et les prix actuels. Et en fait, ces estimations de réserves et de ressources, elles changent tout le temps. Pourquoi ? Parce que d'un côté, on va faire de plus en plus de nouvelles découvertes, ce qui va impacter les ressources. Les ressources vont augmenter au fur et à mesure où l'on découvre de nouveaux gisements. Et pour les réserves, en fait, elles vont aussi augmenter parce que les technologies vont progresser. Il va devenir de plus en plus rentable et de moins en moins cher de les extraire. Et aussi parce que les prix ont tendance à augmenter. Et donc dans ce cas-là, on peut payer plus cher pour extraire ces ressources. Un exemple, en 2016, on estimait les ressources mondiales de lithium à 34 millions de tonnes. En 2021, le chiffre a explosé, on est à 86 millions de tonnes, et en 2024, c'est encore plus que ça, et ça va continuer d'augmenter dans le futur. Parce qu'en fait, on découvre de plus en plus de nouvelles ressources que ce qu'on extrait au rythme actuel. Et si on fait un calcul rapide, il faut environ 1,4 kg de lithium pour une batterie de voiture électrique. Donc en fait, avec les réserves actuelles, on pourrait fabriquer jusqu'à 15 milliards de batteries. Autant dire qu'on n'est pas près de manquer de lithium. Bon, je vous ai fait le calcul du lithium, mais il s'applique au niveau des réserves et des ressources à tous les autres minerais qui sont essentiels à la production des batteries, comme le cobalt et bien d'autres. Et si on parle maintenant de l'impact écologique de cette extraction. L'extraction minière, c'est clair, c'est net, ça fait des dégâts. Il faut raser la surface, souvent des forêts, creuser, détruire la biodiversité locale. Bref, c'est une catastrophe pour l'environnement, à cet endroit précis. Mais bon, certains diront que c'est un mal pour un bien, on détruit un endroit, mais on sauve le climat. Là où on peut agir, c'est sur les conditions humaines dans ces mines. Si on prend l'exemple du cobalt, qui est extrait très fortement en République démocratique du Congo, en RDC, ce pays il produit 70% du cobalt mondial. Et on trouve des conditions de travail dangereuses, souvent impliquant des enfants, ainsi que des violences et des abus graves. Ok, donc l'extraction des batteries, ça crée des problèmes environnementaux et des problèmes au niveau social. En plus, il y a de nombreuses nouvelles façons de faire des batteries qui émergent. Les batteries lithium fer phosphate, qui utilisent ni cobalt ni nickel, même si pour le moment elles ont une densité énergétique inférieure de 30%. Des chercheurs travaillent aussi sur des batteries avec des cathodes organiques qui éliminent complètement le besoin de métaux rares. Il y a d'autres solutions et technologies prometteuses, des batteries lithium soufre, des batteries lithium air qui sont à l'étude, bien que leur commercialisation reste encore incertaine pour le moment. En résumé, oui, il y a clairement assez de minerais, mais l'extraction aujourd'hui cause des dégâts énormes, aussi bien pour la planète que pour les travailleurs et les populations locales. Heureusement, les innovations dans les batteries pourraient réduire notre dépendance et limiter ces impacts à l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que l'extraction minière continuera dans le futur. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Quel type de minerais va-t-on utiliser et dans quelle quantité et dans quelles conditions on va les extraire ? Si on passe maintenant au recyclage des batteries, on entend souvent dire que les batteries ne sont pas recyclables. Bien en fait, c'est totalement faux. Les métaux contenus dans les batteries, comme le cobalt, le nickel, le cuivre ou l'aluminium, sont recyclables à plus de 90%. Même le lithium peut être recyclé, bien qu'aujourd'hui les industriels le fassent très peu à cause de son faible coût. Pour comparer, les voitures thermiques atteignent déjà un taux de recyclage de 85%. Les voitures électriques pourraient faire aussi bien, voire même mieux, si leurs batteries sont systématiquement recyclées. Alors oui, le recyclage consomme de l'énergie, mais c'est toujours moins polluant que d'extraire de nouveaux métaux, surtout pour des matériaux
comme l'aluminium et l'acier. Cela dit, ce recyclage ne pourra répondre à la demande qu'à long terme. Pourquoi? Parce qu'il faudra attendre encore 10 à 20 ans avant que de grandes quantités de batteries arrivent en fin de vie et donc puissent entrer dans le cycle du recyclage. Et là, une différence fondamentale apparaît. Les métaux de batterie sont réutilisables. Contrairement au pétrole qui disparaît à l'usage, qui se consume, les métaux restent. Et une fois extraits, ils peuvent être recyclés encore et encore, quasiment à l'infini. En clair, le recyclage est une vraie force pour la voiture électrique. Il ne règle pas tout, c'est sûr, mais il offre une alternative durable qui n'existe pas pour les énergies fossiles. Alors, d'un point de vue écologique, on voit bien que la voiture électrique coche quand même pas mal de cases. Mais alors pourquoi elle est tant critiquée par directement les constructeurs, les industriels et même les consommateurs? Pourquoi cette vague de haine contre la voiture électrique? Eh bien en fait, tout y passe. Ça pollue autant que le thermique, c'est trop cher, l'autonomie est mauvaise, et même ça provoque des nids de poules. Oui, ça a été écrit dans un article du Daily Mail. Spoiler, tout ça c'est totalement faux. D'ailleurs, petite parenthèse, on n'en parle pas assez, mais la voiture électrique elle coûte moins cher à l'usage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pétrole à mettre dans le réservoir. Et l'entretien est beaucoup plus simple. Je vous explique ça juste après. Pourquoi de tels mensonges? Parce qu'en fait, la voiture électrique, ce n'est pas juste une question écologique. C'est avant tout un enjeu économique et géopolitique. Et ça fait très peur à certains gros acteurs. Si on regarde les enjeux économiques pour commencer, avec la voiture électrique, c'est toute une industrie et son modèle économique qui va changer. Aujourd'hui, le marché des voitures individuelles est estimé à environ 2860 milliards de dollars. Et plus de 80 millions de voitures neuves ont été vendues en 2024. Et parmi ces 80 millions de voitures, il y a déjà 20% de voitures électriques qui ont été vendues en 2023. Et ce montant de 2860 milliards de dollars, il ne prend même pas en compte la réparation, l'entretien et la vente de pièces détachées. En fait, l'automobile, vous en doutez, c'est un marché qui est gigantesque, qui a fait la fortune de certaines entreprises et même de certaines régions. C'est le cas par exemple en Allemagne, notamment à Wolfsburg, qui est une ville qui a été quasiment créée par Volkswagen, où l'entreprise emploie quasiment la totalité de la population et qui a fait la richesse de toute la région. Et c'est aussi le cas aux États-Unis, même si l'industrie a énormément souffert ces dernières années, avec Détroit, qui est le siège de General Motors et qui a carrément été appelé Motor City. Alors il faut comprendre qu'avant, une bonne voiture, c'était avant tout un bon moteur, fiable, puissant et qui consomme peu. Mais avec la voiture électrique, ce qui va faire la différence, ce n'est plus le moteur, c'est avant tout la batterie et le software de la voiture. Et ça, c'est très différent. C'est carrément un métier différent. On repart de zéro et les constructeurs qui avaient un avantage le perdent face aux nouveaux entrants. On va déplacer la valeur pour les utilisateurs et pour les industriels du moteur à la batterie et au software. Et en plus de ça, la voiture électrique est moins chère pour l'utilisateur. L'entretien d'une voiture électrique est généralement 15 à 30% moins coûteux que celui d'une voiture thermique. Il y a beaucoup moins de pannes, beaucoup moins de réparations à faire, beaucoup moins de pièces différentes, bref, c'est beaucoup plus simple. Et la principale économie réside dans le coût de l'énergie. Parcourir 100 km en voiture électrique, ça peut revenir jusqu'à 5 fois moins cher qu'en voiture thermique. Et en fait, ça, ce sont des mannes financières entières qui vont être déplacées ou qui vont disparaître. Des régions entières qui vont être changées et des pays comme l'Allemagne qui vont perdre en souveraineté et en puissance économique. Comme souvent, en fait, derrière chaque enjeu économique, il y a aussi et surtout des enjeux géopolitiques. Le marché des constructeurs automobiles est en pleine révolution et les leaders d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier. Les deux plus grands acteurs de la voiture électrique sont désormais BYD, un géant chinois encore peu connu en Europe, mais qui est largement leader sur le marché chinois et qui a déjà vendu plus de 3 millions de véhicules en 2023, et Tesla, que vous connaissez forcément, qui elle a vendu 1,8 million de véhicules. En fait, ce qui est fou, c'est qu'aucune de ces deux entreprises n'existait il y a 30 ans, contrairement aux grands constructeurs automobiles qui ont été créés au cours du XXe siècle. En parallèle, on a des gouvernements qui imposent des quotas pour accélérer cette transition. L'Union européenne vise 100% de vente de voitures électriques d'ici 2035. Aux États-Unis, l'objectif est de 50% en 2030 et la Chine, qui elle avait fixé un cap de 20% en 2025, en fait en 2022 il était déjà à 29%. Et globalement, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2010, sur 1 milliard de véhicules en circulation, on avait moins de 20 000 qui étaient électriques. Et en 2023, une voiture neuve vendue sur 5 était électrique. Et ça, c'est un vrai tournant pour la transition vers des mobilités plus durables. Et dans cette révolution, comme dans beaucoup d'autres, c'est la Chine qui s'est mise en pole position. Dès 2009, Pékin a investi massivement pour rattraper son retard technologique et réduire sa dépendance aux moteurs thermiques occidentaux. Le résultat, un plan d'envergure dans 13 grandes villes et 57 milliards de dollars de subventions entre 2016 et 2022. Et grâce à tous ces efforts, la Chine domine aujourd'hui largement le parc mondial de voitures électriques. Et ce n'est pas tout. Comme je l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, que vous pouvez retrouver en cliquant juste ici, la Chine règne aussi sur les batteries électriques. 75% des capacités mondiales de production de batteries en 2022 étaient chinoises et
85% de la production d'anodes et 70% de cathodes étaient elles aussi chinoises. Et pour sécuriser des matières premières comme le lithium ou le cobalt, elle contrôle une grande partie des mines en RDC et raffine ses ressources directement sur son sol, rendant les pays occidentaux complètement dépendants. Et même des constructeurs européens qui vont produire en Europe vont très souvent acheter des batteries chinoises. Cette avance chinoise, elle met sous pression les constructeurs historiques comme Toyota, Ford, Mercedes ou Renault qui ont pris beaucoup de retard sur l'électrique. Surtout Toyota. Pour répondre à ce défi, l'Europe, les États-Unis investissent dans des giga-usines, des giga-factories et exploitent de nouvelles ressources comme un énorme gisement de 120 millions de tonnes de lithium découvert entre le Nevada et l'Oregon en 2023. Parallèlement, de nouvelles technologies comme des batteries LFP, sans cobalt ni nickel, ou Naïon, à base de sodium, offrent des alternatives prometteuses. Voilà, donc le XXe siècle, c'était celui du pétrole et des moteurs, et ça a fait la fortune des pays exportateurs de pétrole ou des grands constructeurs automobiles à l'ancienne. Le XXIe siècle, ce sera celui des mines, des constructeurs de batteries et aussi des softwares. Les puissances extractrices et exportatrices de véhicules vont changer et la valeur va se déplacer du pétrole vers les minerais, des moteurs vers les batteries et surtout, les softwares vont arriver. Et là aussi, malheureusement, les Européens ont encore beaucoup de retard. Aujourd'hui, une voiture électrique, ça devient comme un téléphone, comme un ordinateur. On peut la mettre à jour grâce à un software qui va lancer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer la voiture. Et ça, les États-Unis et encore une fois les Chinois ont pris beaucoup d'avance dans leur software. La compétition est lancée. Reste maintenant à savoir quelle puissance prendra la tête de cette nouvelle ère automobile. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui me tenait particulièrement à cœur parce que les enjeux de transport et de l'électrification sont au centre des stratégies d'investissement chez Gringotte. Nos membres investissent avec leur assurance vie Gringotte dans les secteurs clés de la transition. Vous aussi, vous pouvez ouvrir une assurance vie ou un compte de paiement Gringotte, faire grandir votre épargne tout en réduisant votre impact, bénéficier de 0% de frais à l'étranger et bien d'autres avantages, tout en faisant du bien à la planète. Et pour conclure, je dirais que l'électrique, c'est très certainement une des solutions d'avenir. Mais au-delà, on doit aussi repenser notre rapport à la voiture. Privilégier des véhicules plus légers, encourager des modèles partager et développer les transports publics en commun. Parce que c'est en changeant notre vision globale qu'on pourra vraiment limiter notre impact. Merci d'avoir regardé, à bientôt et abonnez-vous.